Привет от IT-армии. Я снова с плохими новостями для вас. On a construit cette infrastructure simplement pour trouver un moyen d'aider notre pays à survivre. IT-армия Украины предупреждала. Ни одного человека, поддерживающего войну, не будет спокойной жизни ни во время войны, ни после. Vous me dites bien que l'IT Army n'a aucun lien avec l'armée ou le renseignement ukrainien. Non, absolument aucun. Мы вышли на охоту. Ça, c'est la chaîne Telegram de l'IT Army of Ukraine. Elle a été lancée dès le début de la guerre à l'initiative du ministre ukrainien du numérique, Mikhailo Fedorov. Elle compte ces temps-ci un peu moins de 200 000 inscrits. L'IT Army of Ukraine se présente comme un rassemblement de civils volontaires du monde entier, indépendants des autorités. Une armée numérique, donc, qui s'est fixée pour objectif de déstabiliser l'Internet russe. Nous étendons les sanctions pour que les gens qui sont de l'autre côté, en Russie, se rendent compte qu'une guerre est en cours. Ce sera certainement désagréable pour eux. Alors est-ce que ces gens pourraient contribuer à mettre un terme à cette guerre ? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais quoi qu'il en soit, c'est notre façon de combattre. Celui qui nous parle, on l'a contacté via l'adresse mail de l'IT Army. Il ne nous a donné ni son nom, ni son âge, ni sa profession. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est quelque part en Ukraine. Bien sûr, on a des lignes rouges. On n'attaque pas là où ça peut faire des victimes. On ne vise pas de structures de santé, par exemple. Depuis les premiers jours de son existence, l'IT Army mène ce qu'on appelle des attaques par déni de services distribués. On parle aussi d'attaques DDoS ou DDoS. L'idée, c'est de saturer un serveur sous un afflux de connexion. À l'origine, les modérateurs publiaient les coordonnées des cibles à attaquer dans la chaîne Telegram. Nous vous encourageons à utiliser tous les vecteurs cyber et DDoS pour attaquer ces infrastructures. Mais en un an, la tactique s'est affinée. Aujourd'hui, les cibles sont directement intégrées au logiciel d'attaque, elles sont moins nombreuses et les attaques durent plus longtemps. L'idée reste la même, perturber des institutions, des grandes entreprises, des grandes banques. Par exemple, ces derniers jours, l'IT Army a ciblé des transporteurs de colis et de courriers. Mais apparemment, ils font pas que des attaques par déni de service, il y a aussi eu des revendications pour des piratages et même des vols de données. Успешно атаковали энергосети Санкт-Петербурга и Ленинградской области акционерного общества ЛОЭС. Да, недавние перебои электроэнергии в Ленинградской области – это наших рук дело. Пробраться внутрь сети ЛОЭС было просто и еще проще выкачать все файлы, что там лежали. В наших руках оказались паспорта, документы, базы данных сотрудников и клиентов. Мы выложили все данные, документы, паспорта и приказы в интернет. Теперь каждый пользователь может их скачать и сделать с ними что угодно. C'est difficile d'évaluer l'impact de leurs actions. En période de guerre, c'est très compliqué de savoir ce qui a abouti ou pas et avec quelles conséquences. De manière générale, en matière de cyberattaque, c'est aussi compliqué de savoir qui a fait quoi. Ce qu'on sait, c'est qu'au mois de mai, quand l'IT Army a affirmé avoir attaqué RuTube, l'équivalent de YouTube, les médias russes ont parlé d'une panne de 3 jours. Alors ça ne change pas le cours du conflit, c'est certain, mais ça perturbe l'adversaire, c'est un élément supplémentaire du brouillard de guerre, ça permet à n'importe qui en Ukraine ou ailleurs d'avoir le sentiment de participer à l'effort de résistance, et donc ça renforce le soutien à la cause ukrainienne. Ce type de phénomène, ça n'est pas inédit, on a déjà pu le voir avec Anonymous ou avec des groupes de hackers patriotes. La différence ici, c'est que le gouvernement est à l'initiative de ce projet. Nous sommes en train de créer une armée numérique. Nous avons besoin de talents. Depuis qu'il a lancé la chaîne Telegram, Mikhailo Fedorov a relayé dans sa propre chaîne certaines des actions les plus spectaculaires de l'IT Army. L'IT Army of Ukraine a réussi à accéder au réseau de la Banque centrale de la Fédération de Russie. Ça pose évidemment la question des relations entre cette armée numérique et les autorités ukrainiennes. Par contre, quand on essaie d'en savoir plus, c'est une autre histoire. Quelle est la nature précise des liens entre l'IT Army of Ukraine, le ministère de la transformation numérique et l'État ukrainien de manière générale, et notamment qui précisément définit les cibles? Il faudra répondre à cette question après notre victoire, s'il faut seulement y répondre.
Un chercheur de Zurich, Stéphane Sosanto, a beaucoup travaillé sur l'IT Army. Il a publié un rapport en juin très fourni. Et pour lui, une présence de l'armée ou des services de renseignement ukrainiens au sein de cette entité est plus que probable. Parmi les indices troublants, cette vidéo par exemple qui date d'avril, 1 mois et demi après le début de l'invasion russe. Le logiciel de reconnaissance faciale dont il est question ici, c'est très manifestement celui de l'américain Clearview AI, qui avait 3 semaines avant annoncé avoir offert un accès à sa plateforme au ministère de la Défense ukrainien. Autre élément, en septembre, un quotidien néerlandais, De Volkskrant, a publié un long portrait d'un homme qui se présente comme un cadre de l'IT Army et qui vit aux Pays-Bas. Eh bien, cet homme affirme que ce sont des membres du SBU, le service de sécurité intérieure de l'Ukraine, qui forment la colonne vertébrale de l'armée numérique. Notre interlocuteur au sein de l'IT Army, lui, est formel. Vous me dites bien que l'IT Army n'a aucun lien avec l'armée ou le renseignement ukrainien. Ukrainian military? Non, absolument aucun. Et s'il y a autant de flou, autant d'opacité, autant de contradictions autour du périmètre des activités de l'IT Army ou de ses relations avec l'État ukrainien, eh bien c'est sans doute aussi parce que ces actions ne sont ni sans risque ni sans conséquences. Dans le droit international humanitaire, les civils sont protégés, sauf quand ils participent directement aux hostilités. Pour les populations ukrainiennes qui participent à ces opérations, là, clairement, il y a une perte de la protection, pas de possibilité de revendiquer le statut de prisonnier de guerre, et donc la possibilité, pour le temps où elles agissent, d'être visées par des attaques par la Fédération de Russie. Donc c'est vraiment le principe même de protection de ces populations qui est en jeu. La question qui se pose aussi d'un strict point de vue juridique, c'est celle de la responsabilité des États, d'où partiraient des attaques informatiques menées sous la bannière de l'IT Army. Si jamais il était établi que des Français participaient aux activités de l'IT Army et que la France ne faisait rien pour arrêter ces activités, la Russie serait juridiquement fondée à agir contre la France, comme par exemple en expulsant des diplomates, en adoptant des sanctions économiques. Maintenant, ça nécessiterait évidemment une analyse au cas par cas. Évidemment, ces questions, ces enjeux-là ne semblent pas peser bien lourd aujourd'hui alors que la guerre fait rage. On a construit cette infrastructure simplement pour trouver un moyen d'aider notre pays à survivre. D'autant que la Russie, elle, ne s'est jamais privée de mener des attaques informatiques contre l'Ukraine, et ça depuis des années. Oui, sans doute qu'après la guerre, l'IT Army of Ukraine disparaîtra. La question, c'est est-ce que cette construction d'une armée numérique bénévole, où la frontière entre le civil et le militaire est brouillée, est-ce que ça ouvre la porte à des répliques dans les guerres de demain ? Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne de Libé et retrouvez tous nos autres contenus.